atelier intitulé MDPH. En fait, les personnes qui sont là vont vous expliquer un petit peu quand il faut monter un dossier MDPH, comment le faire, et en fait, quels sont les droits de vos enfants et comment les faire valoir. Donc, on est un petit peu en retard. Je vais donner tout de suite la parole à Madame Sylvie Boyer, qui est enseignante référente et qui va vous expliquer comment l'histoire démarre. Bonjour, donc moi je suis une des 40 enseignantes référentes sur l'Académie de Lyon. On est dans un secteur et en général, pour nous contacter, les directeurs d'école savent quel est l'enseignant référent qui est rattaché à cette école. Voilà, c'est tout simple, voilà comment on peut nous contacter. Donc, quand demander un dossier MDPH? Alors, c'est une demande qui émerge à partir d'un constat. Et ce constat est celui d'un épuisement, d'une difficulté scolaire persévérante. Et ce constat est souvent fait, est d'abord fait en équipe éducative, c'est-à-dire équipe réunie par le directeur de l'école ou la directrice de l'école. L'équipe se réunit avec les parents. Parfois, un directeur d'école peut inviter les partenaires de soins. Et là, fait le constat d'une difficulté pour l'enfant. Et dans ce cas-là, il peut être proposé, l'équipe, à l'issue de cette équipe éducative, il peut être proposé aux parents de se lancer dans une demande auprès de la MDPH. C'est proposé, c'est-à-dire que ce sont toujours les parents qui font le dossier MDPH et qui en prennent la décision. Donc, quand faire un dossier MDPH, c'est une appréciation qui se fait à partir de besoins. On constate des difficultés dans l'équipe éducative, on fait un état des lieux, et ce qu'il faut savoir, c'est que devant les troubles 10, il y a une réponse qui peut être graduée. Et elle peut être graduée dans un premier temps avec simplement le recours à des aménagements. Sont-ils en place? Sont-ils opérationnels? Et la première réponse qui s'avère intéressante, enfin moi dans ce que je vois sur le terrain, c'est que quand on signale les troubles 10, on puisse mettre en œuvre, l'équipe enseignante puisse mettre en œuvre dans la classe des aménagements qui profiteront d'ailleurs souvent à la petite minorité d'élèves dont on parlait en conférence, parce qu'il y a toujours des enfants qui ont besoin, par exemple, des aménagements pour des adaptations, on va dire. Pour des troubles 10, ça peut être un tableau très structuré, un rappel très visuel avec des craies de couleurs différentes pour bien repérer. Des documents très lignés, par exemple, ça peut être des aménagements pour un enfant dyspraxique. Et souvent, la mise en œuvre de ces aménagements en classe peut être suffisante et peut permettre d'observer des améliorations pour l'enfant concerné. Autre aménagement, des consignes qui sont répétées, ça peut être des choses très techniques dans la classe. En tout cas, une des premières réponses graduées, ça peut être l'aménagement. Et là, il faut aussi que je dise que ces aménagements peuvent être, il y a le souci de les contractualiser. Et que l'éducation nationale réfléchit, voilà ce que j'ai à transmettre, on a dit transmettre, à réunir un groupe de travail qui devrait permettre de contractualiser ces aménagements dans un document adéquat. Parce que jusqu'à maintenant, pour contractualiser ces aménagements, parfois on les faisait, ils se faisaient, mais c'était pas vraiment écrit, parfois mais ils se faisaient quand même, et souvent on avait recours au PPRE, au CAS, parfois au PAI, mais ce ne sont pas les documents adaptés pour contractualiser ces aménagements. Et le fait de les contractualiser permet aussi une transmission. Hein, et on n'a pas l'impression de remettre les compteurs à zéro chaque année. Voilà, ça c'est... On peut faire tout ça sans demander un dossier MDPH. Voilà.
Donc c'est la question, ça renvoie à cette question-là, la différence entre accessibilité et compensation. Souvent on a le réflexe de penser compensation tout de suite, alors qu'en fait on a une marge de travail sur l'accessibilité pédagogique. Effectivement, les enseignants s'y forment, on fait tout ce qu'on peut pour... je suis enseignante, on essaie tous de se former à cette personnalisation, à cette adaptation. On sait tous qu'il y a des choses qui se font de manière différente, ça progresse de manière différente, mais c'est un travail qui est en cours. Les enseignants disposent aussi de formations sur les troubles 10, de formations spécifiques qui vont leur permettre de faire ces aménagements. Voilà pour ce qui est l'aspect accessibilité. Et quand on va passer, c'est une question de là où on place le curseur, on peut effectivement entrer dans le champ plus individuel de la demande de compensation. Et là, on va entrer dans le montage d'un dossier MDPH pour demander un service de soins, une orientation qui peut être ce qu'on verra tout à l'heure, pour demander une aide humaine, pour demander de l'ergothérapie, enfin on verra tout ça plus en détail. Mais là, on franchit une étape et on va dans le dossier MDPH. L'enseignant référent, le rôle sur le terrain, c'est de recevoir la famille. Non pas, on n'est pas présent aux équipes éducatives, parce que ça serait considéré comme une pression, hein, on fait rentrer les... On est en dehors de l'équipe éducative, après l'équipe éducative, les familles ont nos coordonnées, peuvent nous contacter, on les aide à faire le dossier, quoi qu'il y ait une aide en MDR, mais on leur donne le numéro de la MDR et on les coordonnées de la MDR où eux de toute façon ils devront remettre un dossier comme on l'expliquera plus tard. Nous on est là pour les aider, les informer de ce que c'est un dossier, de ce que c'est le processus qui est remis, qui est réinterrogé tous les ans. Donc on est là pour un petit peu expliquer la logique de la loi de 2005 et concrètement comment ça peut se passer. Voilà l'aspect de l'enseignant référent. Je passe au projet de vie. Parce qu'effectivement, quand on se lance dans le dossier MDPH, il y a toute une partie administrative sur laquelle que nous, enseignants référents, on ne maîtrise pas, mais on peut accompagner. Mais il y a surtout un projet de vie. Et là, nous, on reçoit la famille pour l'aider un peu à écrire ce projet de vie, parce que c'est une page dans laquelle il faut que la famille, elle exprime les difficultés de l'enfant. Et elle exprime ce qu'elle penserait bon pour son enfant. C'est pas forcément facile comme exercice. Donc parfois une petite discussion où la famille exprime la difficulté, puis on voit un petit peu, on l'aide à retranscrire. Parfois il y a des parents qui retranscrivent très bien toutes ces difficultés, qui les lisent parce qu'ils les connaissent bien. Le travail du soir qui est difficile, l'enfant qui se décourage, le décalage avec les camarades, bref, tout peut être exprimé de manière libre, parce que je peux vous passer la parole là-dessus, parce que vous pourrez peut-être mieux nous dire, mais moi ce que je vois, quand on rédige les projets de vie, il faut se projeter aussi dans la demande. La famille se projette dans une demande précise, elle envisagerait peut-être, elle pense qu'une orientation serait peut-être une réponse qui serait une réponse adaptée. Je ne parle pas des troubles 10 forcément là, hein, je suis généraliste, mais elle pense que peut-être un service de soins, nous, enseignants référents, on est là pour leur expliquer ce que c'est ça, un service de soins, ça serait peut-être une possibilité, donc elle l'exprime dans son projet de vie. Elle déroule un petit peu tout ce qui pourrait être sollicité pour son enfant et elle laisse mesurer la difficulté de son enfant. C'est ça, enfin, grosso modo, c'est ça qu'on exprime dans le projet de vie, que les parents expriment dans le projet de vie. Voilà. Je peux peut-être passer. Oui, je peux rajouter qu'avec ce projet de vie, on est bien dans l'esprit de la loi 2005. Alors, je ne me suis pas présentée. Je suis Martine Gelénor, médecin coordonnateur du secteur enfant, donc de la MDPH. Et cette loi de 2005, elle met bien en avant les souhaits de la famille. Et c'est ce projet de vie qui est une page entière, en fait. Vous pouvez même rajouter des pages si vous le souhaitez, si vous avez beaucoup de choses à dire. Donc, c'est une page du formulaire CERFA qui est dans le dossier que vous retirez pour faire la demande de compensation. Donc, ce projet de vie n'est absolument pas obligatoire, mais il est quand même extrêmement important puisque c'est là que vous allez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pouvoir vous exprimer
où l'enfant, même lui-même, s'il le souhaite, s'il le peut exprimer à la fois ses souhaits et exprimer aussi toutes les difficultés dans sa vie quotidienne. Je pense que c'est un élément très important et moi je vous invite vraiment à le remplir de façon développée, si je puis dire. Je ne sais pas, Marie-Pierre, si vous voulez... Oui, je dirais que du côté adulte, c'est insuffisamment rempli. C'est vrai que nous, on sollicite aussi souvent un CV qui retranscrit un peu ce que la personne a pu faire, le jeune a pu faire aussi. Il est bien, notamment pour des jeunes qui sont en rupture de scolarité, d'expliquer un peu ce qu'il a fait. Parce que ça, il n'y a pas forcément un dossier enfant, hein, donc quand c'est une première demande chez l'adulte, on a besoin de savoir un peu l'histoire de la personne. C'est vrai que le dossier tel qu'il est fait aujourd'hui, il renseigne grossièrement sur la personne. Plus on a d'éléments, mieux on traitera le dossier, et parfois on ajoute les dossiers parce qu'on ne les a pas. Donc on va préférer rencontrer la personne, lui téléphoner pour obtenir des informations complémentaires qui nous aideront à traiter au mieux ces demandes. Alors moi je vais tout d'abord vous présenter le circuit d'un dossier. Je pense que c'est une demande que l'on m'a faite effectivement parce que pour les familles c'est souvent un petit peu compliqué, une fois que le dossier est déposé, de savoir ce qu'il advient et comment sont prises les décisions. Donc, quand on a une demande de compensation à faire à la MDPH, il faut retirer le dossier dans une maison du Rhône, une MDR. Il y en a plus de 50 dans le département. C'est une volonté vraiment du département d'avoir mis des lieux de proximité de façon à ce que les usagers puissent avoir des interlocuteurs proches de chez eux. Donc, retrait de ce dossier, dans ces MDR, vous pouvez aussi être accompagné pour remplir ce dossier si vous avez des difficultés, comme vous pouvez aussi, quand on est dans le cadre de demandes qui ont caractère de scolarisation, demander à l'enseignant référent, souvent sur le terrain, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de vous aider aussi dans cette démarche. Une fois que le dossier est rempli, je reviendrai tout à l'heure sur les éléments du dossier, une fois que ce dossier est rempli, vous le redéposez dans la MDR où vous l'avez retiré. C'est la MDR qui va le transmettre à la maison départementale des personnes handicapées, et à la maison départementale des personnes handicapées, votre demande va être évaluée. Les besoins de l'enfant seront évalués par une équipe pluridisciplinaire, puisque les demandes des enfants sont étudiées à la MDPH du Rhône, ce que l'on appelle en centrale, c'est-à-dire à la MDPH elle-même. Ces équipes pluridisciplinaires, il y a 7 secteurs sur la MDPH du Rhône, 5 secteurs que l'on appelle des secteurs géographiques, puisqu'ils vont étudier toutes les demandes, sauf celles qui sont étudiées sur les secteurs spécialisés. Il y a 2 secteurs spécialisés, un sur le handicap moteur et le polyhandicap, et un autre sur les troubles sensoriels et les troubles spécifiques des apprentissages qui nous concernent donc ici. Donc cette équipe spécialisée des troubles spécifiques des apprentissages va étudier 2 types de dossiers, d'une part toutes les demandes d'orientation pour ces enfants, et en plus tous les dossiers qui seront complexes, qui auront généralement été vus par l'équipe pluridisciplinaire de secteur, qui aura eu des difficultés pour évaluer et qui va demander à cette équipe spécialisée son avis. L'équipe de secteur, elle est composée d'un médecin scolaire, elle est composée d'une assistante sociale, d'une psychologue, de représentants d'associations également. Et les équipes spécialisées comportent des médecins spécialistes, un médecin spécialiste de l'éducation nationale pour les troubles spécifiques des apprentissages. Et dans cette équipe troubles spécifiques des apprentissages, nous avons la participation du centre de référence de Lyon et du réseau 10 sur 10. Donc ces équipes vont faire des propositions qui seront présentées à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se réunit dans le Rhône chaque mercredi. Cette commission prend donc des décisions qui seront notifiées à la famille et qui seront notifiées également à l'organisme chargé de mettre en place les mesures qui font partie donc du plan de compensation. Ça peut être l'éducation nationale quand on est dans le cadre du PPS, ça peut être la caisse d'allocation familiale dès lors qu'il s'agit de prestations financières. Ce sera aussi le département si c'est de ce que l'on appelle de la PCH que nous verrons tout à l'heure. Une modification qui arrive pour les dossiers plutôt déposés à partir du 1er septembre, c'est contre
l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire et le passage en commission, les familles vont recevoir maintenant ce plan de compensation et auront une quinzaine de jours pour faire des remarques sur ce plan. Donc suite à ces remarques, le dossier pourra par exemple être revu par l'équipe pluridisciplinaire avant passage auprès de la commission. Alors, quelles sont ces propositions que l'équipe pluridisciplinaire va faire et ces décisions que pourra prendre la commission? Donc voilà, vous avez tout d'abord ce que l'on appelle dans le plan de compensation, tout ce qui a trait à la scolarisation, c'est le projet personnalisé de scolarisation. Cela comprend des aides à la scolarisation, une aide humaine notamment, possibilité d'octroi d'une AVS, une auxiliaire de vie scolaire en fonction des besoins de l'enfant, possibilité également d'aménagement pédagogique. Alors je précise, on l'a évoqué déjà, que ces aménagements pédagogiques ils peuvent être mis en place dans le cadre d'un PPS, mais que si l'enfant n'est pas dans le champ du handicap, qu'il n'y a pas de projet personnalisé de scolarisation, les enfants qui présentent des troubles légers peuvent bénéficier d'aménagements pédagogiques directement au niveau de l'établissement scolaire, puisque l'éducation nationale a toute compétence pour mettre en place ces mesures d'aménagement. Donc, mesures d'aménagement qui pourront être dans un PPS. Mesures particulières aux examens, c'est ce que l'on appelle généralement les tiers-temps, mais on ne se limite pas à un tiers du temps supplémentaire. Il peut y avoir beaucoup d'autres aménagements pour ces examens. Ces mesures d'aménagement particulières, elles ne dépendent pas des aménagements pédagogiques dans le cadre du PPS. On peut faire une demande de mesures particulières aux examens, même s'il n'y a pas eu de PPS avant. Alors ces mesures particulières, elles sont une autre particularité, si je puis dire, c'est que les dossiers MDPH sont toujours déposés dans le département du lieu de résidence. Par contre, les mesures particulières aux examens, il faut en faire la demande dans le département où se déroule la scolarisation, où va se dérouler l'examen. C'est par exemple, si vous habitez le département de l'Ain et que votre enfant est scolarisé dans le Rhône, toutes les mesures dans le cadre du projet personnalisé de compensation, vous les demandez à la MDPH de l'Ain. Par contre, les mesures d'aménagement d'examen, votre enfant étant scolarisé dans le Rhône, vous les demanderez à la MDPH du Rhône. Le MPA, c'est le matériel pédagogique adapté, c'est essentiellement du matériel informatique, donc il y a possibilité d'obtenir ce matériel au niveau de l'éducation nationale pour suivre l'enfant, c'est un matériel qui suivra l'enfant. Les transports que l'on m'a demandé un petit peu de développer également, les transports enfants handicapés, c'est une mesure bien particulière puisqu'elle est liée au handicap de l'enfant. Pour que l'on puisse accorder un transport enfant handicapé, il faut que l'enfant ne puisse pas prendre seul un transport en commun en raison de son handicap médicalement établi. Et là, c'est vrai que c'est une difficulté pour les familles qui ont des enfants porteurs de troubles spécifiques des apprentissages, puisque ces enfants, généralement, ils peuvent prendre seuls les transports en commun. Donc, il n'entre pas dans le cadre de la définition de l'octroi du TEH. Par contre, le département, par extension, par dérogation, si vous voulez, a décidé de mettre en place un transport pour les enfants qui sont éloignés de leur domicile. C'est-à-dire que quand le dossier va arriver, le médecin va regarder si l'enfant médicalement peut justifier d'un TEH. S'il n'en bénéficie pas, il va faire un rejet médical. Par contre, s'il s'agit d'un enfant qui est dans une Ulysse TSLP, par exemple, il va faire une demande au service des transports à titre dérogatoire en fonction de l'éloignement. C'est pour cela qu'il y a des enfants dans des Ulysse TSLP qui sont accompagnés parce qu'ils sont très loin de chez eux, d'autres qui ne le sont pas parce qu'ils sont proches de chez eux. À côté de ces aides à la scolarisation, il y a les orientations, possibilités d'orientation. Orientation vers un CESAD, c'est un service d'éducation et de soins spécial à domicile. Ces services donc, vont intervenir généralement au niveau de l'établissement scolaire. Ce sont des prises en charge globales, à la fois pour des soins, pour aussi du service éducatif. À côté du CESAD, il y a les orientations dans des dispositifs spécifiques que sont les CLIS et les UPI, les ULIS, anciennes UPI. CLIS, classe d'inclusion scolaire, les ULIS, ce sont les unités localisées d'inclusion scolaire. CLIS pour le premier degré, ULIS pour les collèges et les lycées. Donc ce sont des orientations MDPH. Ces dispositifs sont en milieu ordinaire et l'enfant sera inscrit dans sa classe de référence et pourra être inclus, par exemple au collège, s'il est de niveau de 6e, dans des activités au niveau de la classe de 6e. Les établissements médico-sociaux, il y en a 3 types. Les enfants porteurs de troubles spécifiques des apprentissages sont généralement peu concernés. Ce sont les IME,
instituts médico-éducatifs pour les enfants qui présentent un handicap mental, les ITEP, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques pour les enfants qui présentent des troubles du comportement, et les IEM, instituts d'éducation motrice pour les enfants qui présentent un handicap moteur. À côté de ces compensations dans le cadre d'un PPS, il y a toutes les aides aux familles. Donc c'est essentiellement l'AEH, donc ça doit être la... Oui, c'est bon, voilà. Donc l'AEH, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé que vous pouvez demander. Généralement, ça se fait en partenariat avec le personnel de soins qui va vous inciter à demander cette allocation en fonction des troubles de votre enfant. Donc l'AEH, elle est liée directement à ce que l'on appelle le taux d'incapacité. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de l'AEH, il faut que l'enfant ait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79. À ce moment-là, il faudra de l'éducation spéciale ou des soins pour avoir l'AEH. S'il est au moins compris, s'il est au moins égal à 80, il n'y a pas de condition. C'est-à-dire que taux égal à 80, c'est AEH sans condition. À côté de cette allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il y a des compléments qui sont de deux types. Les compléments pour frais. Ces compléments pour frais dans le cadre des troubles spécifiques des apprentissages qui sont souvent... Alors je voulais revenir un petit peu donc, sur le dossier pour vous parler des pièces du dossier. Donc dans le dossier, il y a des pièces obligatoires. C'est indiqué d'ailleurs dans le formulaire que vous retirez. Il y a le formulaire de demande CERFA qui est à remplir. Il y a le certificat médical, c'est le modèle CERFA qui est à remplir aussi, celui qui vous est fourni par le médecin de votre choix. Il est conseillé que ce soit le médecin qui connaît le mieux l'enfant au niveau de son handicap. Ce certificat doit dater donc de moins de 3 mois. Un justificatif d'identité, effectivement, vous sera demandé également. Et puis à côté de ces pièces obligatoires qui font que votre dossier est recevable, il est conseillé de mettre des pièces nécessaires à l'évaluation. Si votre enfant a des soins, par exemple, en CMP, centre médico-psychologique, ou en libéral, chez un psychologue, s'il y a des professionnels qui assurent des rééducations, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité, à ce moment-là, il faut joindre ces bilans parce que l'équipe pluridisciplinaire en aura besoin pour faire son évaluation. Et le manque de ces éléments-là, c'est souvent source d'ajournement d'un dossier. C'est-à-dire que l'équipe va manquer d'éléments pour pouvoir faire son évaluation. Elle va redemander à la famille des éléments complémentaires, ce qui retarde bien évidemment la réponse. Quand on est dans le cadre de demandes liées à la scolarité, il faut fournir aussi le compte-rendu de l'équipe éducative, si l'enfant n'avait pas encore de PPS, ou bien de l'équipe de suivi de la scolarisation si l'enfant avait déjà un PPS. Et puis les bilans psychométriques sont demandés souvent, la plupart du temps, pour les orientations, mais aussi pour d'autres demandes souvent. C'est le bilan que font les psychologues scolaires, très souvent au niveau de l'éducation nationale, et qui vont mesurer l'efficience intellectuelle en fait de l'enfant. Voilà. Ensuite, on va vous parler, donc j'ai demandé à ma collègue de prendre la parole pour vous parler du passage de l'enfant à l'adulte. Bonjour, je suis Marie-Pierre Culafro, je suis assistante sociale à la MDPH secteur adulte et nous commençons à intervenir auprès des jeunes à partir de 16 ans. Donc il est tout à fait possible de monter un dossier parallèlement à un dossier enfant, monter un dossier adulte à partir de 16 ans. Il est vrai que nous ne sommes plus dans une démarche de scolarisation, mais nous sommes dans une démarche d'insertion professionnelle, d'orientation professionnelle. Donc, effectivement, la plupart du temps, les situations les demandes qui vous concernent sont des demandes de reconnaissance travailleurs handicapés et d'orientation professionnelle. Ça s'adresse surtout à des jeunes qui sont en apprentissage ou en alternance, pour lesquels il y a besoin d'un statut de travailleur handicapé qui ne servira à la personne à rien pour la personne, si ce n'est à l'employeur, notamment pour permettre des aménagements dans le cadre du travail. Donc nous, ce statut de travailleur handicapé, il est donné effectivement en fonction d'un handicap reconnu et de compensation à mettre en place dans le cadre du travail, d'aménagement.
Donc, le statut de travailleur handicapé servira à l'employeur, notamment, ou au centre au CFA, pour permettre des aménagements qui peuvent être, par exemple, pour l'employeur, la désignation d'un tuteur, et dans le cadre, par exemple, du CFA, c'est du soutien ou des aménagements de matériel, etc. Idem pour l'employeur. Donc, ce sont toutes... la reconnaissance travailleur handicapé, donc c'est principalement pour permettre à la personne d'accéder à l'emploi et de permettre des aménagements dans le cadre du travail. Voilà. Donc il est vrai que ce sont des dossiers qui sont traités sur une équipe mixte. Donc c'est une équipe qui a lieu aussi en centrale. Donc bien sûr les dossiers toujours pareils sont déposés dans les MDR. Et c'est une équipe qui est mixte à l'enfant et à l'adulte. Donc il y a des membres de chaque équipe qui travaillent autour du dossier et on s'appuie sur les éléments enfants, on ne recommence pas tout à zéro. Y compris les dossiers des jeunes qui n'ont pas encore de dossier, pour lesquels c'est un premier dossier. Et il est bien, on a un regard du secteur enfant. Parfois on déplore effectivement qu'il n'y ait pas eu de dossier enfant fait avant. Ça arrive de temps en temps. Donc nous échangeons ensemble autour de ce dossier et nous prenons des décisions qui concernent aussi bien à la fois de l'enfant et de l'adulte. On ne fait pas le monde quand on arrive en adulte, ça c'est sûr, on s'appuie sur ce qui se passe. Je parle peu de la question des allocations parce qu'elle s'adresse peu à vos enfants. Et souvent c'est le problème de la dyslexie, c'est souvent des problèmes associés, la pathologie principale n'est pas là. Voilà, pour toute la question des allocations. Et quand on parle des allocations à ce moment-là, c'est souvent ici lié à une orientation, notamment dans le milieu protégé. Voilà ce que je peux vous dire, mais bon, si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Bien, on va passer aux questions maintenant. Donc, si vous avez des questions, levez la main. Je vous passe le micro. Essayez d'être assez concis pour que tout le monde puisse intervenir. Bonjour. Moi, ma question, c'est concernant l'allocation, l'AEH, sans condition. Je voulais savoir, quand on a, par exemple, quand on remplit le dossier et qu'on a dans l'année, mon enfant, il va avoir un suivi psychologique qui va être pratiqué par un psychologue clinicien. Ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et de ce fait, dans le dossier, je voulais savoir, lors du renouvellement, comment doit-on le préciser dans le dossier? Alors, vous avez, au niveau du dossier lui-même, il y a une rubrique où vous mettez les soins. Voilà, donc vous indiquez tous les soins qui sont pris en charge, qui sont faits et qui ne sont pas. Donc dans le dossier, vous avez une rubrique où sont indiqués tous les soins, dans le formulaire administratif. Des petites cases où vous pouvez remplir. Et vous avez, ça fait partie des frais en fait. Donc vous indiquez psychologue 3 fois par semaine. Ceci dit, les psychologues libéraux ne sont pas pris en charge non plus au niveau de l'AEH, au titre de l'AEH. Il y a des soins qui peuvent être dispensés dans les CMP par contre, mais en libéral on ne le prend pas en charge effectivement. D'accord. Donc on ne pourra pas le rajouter en... Mais par contre, moi je vous invite, là on ne va pas énumérer, là je vous le dis pour les soins psychologiques, je ne vais pas pouvoir énumérer tout ce qui est pris en charge ou pas pris en charge. Donc moi je vous invite à mettre les frais que vous avez et ensuite la MDP, au niveau de l'évaluation, on prendra en charge ce qui peut l'être et ce qui ne sera pas pris en charge, ce qu'on ne peut pas prendre en charge, on le laissera par contre. Voilà. Donc moi j'ai déjà monté un dossier MDPH au mois de juillet pour ma fille. C'était pour demander une AVS au départ et en fait en faisant un bilan ergothérapeute on s'est rendu compte qu'elle était dyspraxique, dyscalculique, dysorthographique et donc elle a besoin de séances d'ergothérapie maintenant. Donc comment faire la demande une fois que le dossier est lancé? Comment intégrer la demande d'AEH? Je ne sais pas s'il y a eu une première réponse à votre dossier ou pas, il n'y a pas eu de réponse. Donc moi ce que je vous invite c'est à faire un complément du dossier. Qu'il y ait eu réponse ou pas réponse, de toute façon s'il y avait eu réponse, on aurait peut-être pris une décision, généralement sur l'enfant on la prend sur 1 an, mais ça ne veut pas dire qu'en 1 an il ne se passe rien. S'il y a une évolution, s'il y a quelque chose qui change, vous pouvez toujours demander un réexamen de votre situation. Donc là, a fortiori, s'il n'y a pas eu de réponse,
Bon, peut-être que le dossier est passé la semaine dernière, que vous ne le savez pas au niveau de l'équipe, mais peu importe. À partir du moment où il y a des soins qui sont intervenus, on pourra par exemple vous mettre sur une certaine période ce à quoi vous aviez droit, et puis dès lors que vous avez des soins qui se surajoutent, ça pourra peut-être faire évoluer effectivement le complément auquel vous avez droit. Et à partir du moment où vous aurez eu ces soins-là, on pourra effectivement modifier le complément. Bonjour, moi je vais plutôt faire une remarque. En fait, nous avons changé de région plusieurs fois. Mon fils a 19 ans. Il est suivi en CMP depuis le CP. Et on est passé de la Bretagne à Marseille, de Marseille à la Savoie. Et il était suivi à la maison des adolescents. Et c'est en demandant un bilan psychiatrique, parce qu'il ne pouvait pas assister à la journée de la défense, que par hasard je suis tombée sur la dyspraxie, c'est-à-dire qu'aucun des psychiatres ou psychologues qui a suivi mon fils pendant 15 ans n'a jamais fait le moindre diagnostic correct. Il est sorti, enfin il a eu un cursus scolaire qui s'est vraiment empiré au fil des ans jusqu'à être déscolarisé depuis près d'1 an. Aujourd'hui, je suis tombée par hasard sur la dyspraxie. J'ai trouvé par hasard une neuropsycho à Chambéry, qui est peut-être la seule neuropsycho d'ailleurs sur Chambéry, et qui est en train de monter un centre voilà, elle est en train de faire le bilan donc, de JORD. Il se trouve qu'elle travaille beaucoup avec le Canada, et ce qu'elle est en train de mettre en évidence par rapport au bilan de JORD, eh bien, ce sont peut-être encore des troubles qui ne sont même pas reconnus en France, donc je ne sais pas comment fonctionne la MDPH de la Savoie. Mais j'ai un petit peu peur que son dossier, que la partie de dyspraxie ne suffise pas en fait à couvrir l'ensemble de son handicap en fait en termes de reconnaissance par la MDPH. Donc ma question tout à l'heure, vous avez répondu, c'était de savoir, habitant à Chambéry, est-ce que je peux me tourner vers une autre MDPH? Donc non. Est-ce que je peux avoir éventuellement un recours, puisque les troubles de l'apprentissage de type non-verbal dont il serait a priori porteur ne sont pour l'instant pas du tout, enfin, ou très très peu connus en France, et je doute que la MDPH connaisse. Voilà, le problème, ça va être de monter un dossier et voilà, faire reconnaître qu'actuellement, en termes social, en termes d'échec total de formation, il avait même peur d'entrer dans les salles ici. Voilà, c'est-à-dire à un moment donné, enfin là pour le moment on est encore en diagnostic, donc je fais confiance à la neuropsycho, mais je voulais dire que ce qui est maison des adolescents et CMP de tout poil, je regrette, mais les 3 régions sur lesquelles je l'ai promené ont été parfaitement inefficaces, c'est malheureux. Ça veut dire que les frais que j'engage maintenant, j'apprends que puisque la neuropsycho, ça n'est pas, voilà, c'est du libéral, je vais avoir besoin d'un psychomotricien, d'une ergothérapeute, de je ne sais quoi, de toute façon un pédopsychiatre peut-être. Ce ne seront pas des frais que je pourrais aborder. Je pensais peut-être avoir une chance d'avoir une aide par la MDPH. Je sais que je travaille moi à 150%, je vais devoir peut-être passer à 50%. Comment je vais faire au niveau gestion du temps et au niveau des frais? Voilà. Au niveau des frais, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas voulu les énumérer, mais dans tout ce que vous énumérez, l'ergothérapie et la psychomotricité sont pris en charge au titre du complément déjà. En même temps, là, j'ai l'impression que vous décrivez des troubles qui ont l'air assez complexes, vous avez l'air de dire que ce sont des troubles pas bien reconnus, vous avez l'air d'être en difficulté pour exprimer en fait tout cela. Alors, je ne sais pas comment fonctionne la MDPH de Savoie, puisque chaque MDPH a un petit peu un fonctionnement particulier, mais en règle générale, dans toutes les MDPH, il y a possibilité d'être reçu pour s'exprimer. Au niveau de la MDPH du Rhône, cela se fait avant le passage en commission. C'est-à-dire que quand vous remplissez votre dossier, vous avez la possibilité de mettre soit que vous décidez une procédure simplifiée, soit que vous demandez à être reçu. Cela fait partie du dossier, et là, pour le coup, le dossier de la MDPH de Savoie, c'est un dossier qui est le même que dans le Rhône. Donc là, il faut remplir la case disant que vous ne souhaitez pas la procédure simplifiée. Vous serez reçu à la MDPH de Savoie, et là, vous pourrez vous exprimer et expliquer un petit peu quelle est la problématique de votre enfant. Moi, je vous conseille cela. Alors, juste pour la dyspraxie, au service de neurobiologie de l'hôpital de Chambéry, la secrétaire médicale du service de neuro ne connaît pas le terme dyspraxie. On peut dire les termes de la Savoie. La MDPH le connaît.
Mais je rejoins madame, parce que les CLP, d'abord, il faut attendre 9 mois pour obtenir un rendez-vous. Et quand on a un enfant qui fait des cauchemars, qui a des angoisses nocturnes, et qu'on est dans l'obligation de le faire suivre tout de suite par un psychologue parce que c'est urgent, c'est pour ça que les CLP, toujours, n'ont pas la disponibilité ni la formation pour reconnaître les enfants 10. Ils n'ont pas la formation. Ils n'ont pas la formation. Vous savez, à la MDPH, les dossiers sont évalués, la commission les examine, prend des décisions. Quand il y a des cas particuliers, la commission examine toujours les cas particuliers. Hein. Donc je vous invite, si vous avez des problématiques particulières, si vous n'avez pas d'autres possibilités de soins, c'est toujours les exprimer. Et de cette façon-là, ça sera dit en commission et la commission prendra des décisions par rapport à cela. Est-ce que la NDPH peut avoir le rôle d'éduquer les psychiatres et psychologues en CMP? Parce qu'à un moment donné, c'est pas aux parents de le faire. Par contre, la je crois qu'on va essayer d'éviter les polémiques. Hein. On va le faire à la sortie, mais c'est pas vraiment le lieu. Je pense que ça ne pas de façon. Alors, pour ma part, j'ai fait un dossier, j'ai eu la réponse il y a 2 mois et demi, voilà, c'est important. En fait, j'ai eu un refus. Dans l'intervalle, j'ai été reçue par le centre du langage à Grenoble qui a diagnostiqué les filles dysphasiques. Et donc en fait, est-ce que je dois refaire un dossier maintenant ou la voie de recours, sachant qu'elle est dépassée de quelques jours? Votre dossier, vous l'avez déjà fait et il manquait des éléments. Vous avez des éléments? J'avais tous les éléments, mais il me manquait quand même celle-ci du centre du langage. Parce que la secrétaire était pas très gentille au téléphone. Elle m'a pas eu de réponse. Elle m'a dit de refaire un dossier. Alors que c'est pour quelques jours. Voilà, vous faites une voie de recours. Hein. Je fais une voie de recours. Si je n'ai pas probable de en tout cas, ça sera probable parce que j'ai peur d'un examen, parce que vous avez. D'accord. Et par contre, ils me fourniront les pièces complémentaires, mais écrites, dans quelques mois encore. Là, c'est au moment où vous les avez, vous pouvez faire votre demande de réexamen, si on les doit de la première visite. J'avais envie, moi, de déposer un dossier MDPH pour mon fils qui a 13 ans et qui est dyslexique, qui est suivi par une orthophoniste depuis qu'il a 3 ans. Le problème, c'est qu'autour de moi, il y a beaucoup de parents qui ont déposé des dossiers MDPH pour leurs enfants dyslexiques et qui n'ont pas abouti. Donc je me demandais si on avait des chances quand même puisqu'il y a quand même 90% d'enfants dyslexiques qui ne sont pas reconnus par la MDPH. Et sachant que dans les collèges, si ils ne sont pas reconnus MDPH, ils ne sont pas aidés. Enfin, ça passe au bon vouloir des enseignants. Alors, je vais passer la parole, peut-être répondre quand même que dans le collège, est-ce que vous avez été voir le professeur principal avec... Ah, et alors vous avez eu une réunion d'équipe Quand il rentre en 6e, et maintenant ils font plus ça, ils nous envoient un papier, renouvellement, qui est distribué, je l'ai distribué avec le prof principal la semaine dernière, donc l'école elle a commencé au mois de septembre, bon c'est un mois après qu'en fin de dyslexique, hein, alors que c'est métier officiel, l'infirmière, enfin tout le monde est différent. Et après, donc c'est au bon vouloir après, alors c'est marqué, on doit lui faire des photocopies, on doit le relire les consignes, enfin bon, vous voyez, 2 pages recto verso, j'ai jamais eu une photocopie. Hein. Alors, c'est vrai que c'est très inégal encore et qu'il y aura ce document d'encadrement qui permettra, qui est en élaboration et qui, normalement, en 2012, devrait permettre de, effectivement, de contractualiser ces aménagements. Mais c'est vrai que au niveau de l'éducation nationale, il nous est demandé à nous, enseignants, je m'englobe dans les enseignants, de mettre en œuvre les aménagements. Et c'est une demande qui est valable en collège, pour les professeurs, comme en école primaire. Ceci dit... S'il n'y a pas d'autres MDPH, ça vous amène moins de chances d'être aidés. Et en même temps, peut-être pour le dossier MDPH, c'est selon la difficulté.
Oui, c'est un petit peu sur ça, rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Si on a des troubles qui sont légers, qui sont modérés... C'est quoi, c'est la fin des pas léger? C'est quoi les jeunes enfants qui ne comprennent rien aux français ou aux anglais, parce qu'on n'a jamais abordé les questions d'anglais. C'est sûr que l'anglais, c'est... Les langues étrangères, en quatrième, vous avez la deuxième langue étrangère qui vient se greffer. Mon gamin, cette année, il a complètement terminé en quatrième. Vous ne comprenez rien en anglais, et dans l'espagnol par-dessus. Moi, j'ai envie de répondre deux choses. La première, c'est qu'effectivement, tous les enfants qui présentent des troubles à type de dyslexie ne sont pas dans le champ du handicap. Effectivement, on l'a déjà dit tout à l'heure, on peut avoir des adaptations pédagogiques mises en place au niveau des établissements scolaires, alors même que l'enfant ne relève pas d'un PPS. La définition du handicap, c'est bien une altération durable et substantielle d'une fonction. Donc quand cette altération n'est pas substantielle ou n'est pas durable, on n'est pas dans le champ du handicap, on ne pourra pas mettre en place de plan de compensation. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des troubles. Et ces troubles, ils doivent être effectivement compensés au niveau de l'école, et ils le sont, comme on vous l'a indiqué, de la façon dont on vous l'a indiqué. Par contre, moi, ça m'amène à rajouter une autre chose, parce que là, ça rejoint un petit peu les deux choses dont on a parlé tout à l'heure. C'est que n'hésitez pas quand il y a, par exemple, une aggravation des troubles ou des troubles qui apparaissent, parce que on disait tout à l'heure que ça n'a pas été diagnostiqué. Alors, je ne veux pas revenir sur un cas particulier, mais souvent, l'enfant montre des choses qui, à un certain moment qui font penser à des diagnostics. C'est pas simple, je veux dire. Et quelquefois, le diagnostic réel apparaît au bout d'un certain temps. Donc, on va à ce moment-là réexaminer la situation. C'est le cas que vous évoquiez tout à l'heure, c'est peut-être le cas que vous évoquiez vous aussi. Ces troubles ont été mis en évidence à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné on ne pouvait pas les mettre en évidence aussi. Donc n'hésitez pas quand il y a une modification, même si s'il y a une compensation qui court, qu'on n'est pas à la fin de la notification, à de faire une demande de réexamen, on réexamine le dossier et on révise ces compensations mises en place. Apporter. Mais je veux quand même aussi rendre hommage aux enseignants du public, pour ceux qui ont voulu se mettre dans les adaptations qui nous ont beaucoup aidés. La question c'est là, on a déposé un dossier, parce qu'on a eu le retour médical, un dossier MDPH. En même temps, on voudrait lancer les accompagnements type ergothérapie. Est-ce qu'on peut le faire dès maintenant ou est-ce qu'il faut attendre la notification MDPH? Merci. Moi, je voudrais juste ajouter un mot par rapport à l'enseignement public et privé. Il n'y a pas de règle. Moi, j'ai fait le chemin inverse. Je suis d'abord partie dans le privé. Ça a été un désastre. Ça a été jusqu'à quasiment de la maltraitance pour mon fils. Et dans le public, j'ai rencontré des gens formidables. Donc, je crois qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Il y a des gens bien partout. Et des partout. Alors, votre question est un petit peu difficile, puisque effectivement, on pourra prendre en charge l'ergothérapie dès lors que l'on aura ce taux d'incapacité au moins à 50%, qui permettra l'octroi de l'AEH, d'accorder l'AEH, et peut-être un complément si nécessaire. Donc, voilà, je ne peux pas vous répondre tant que l'évaluation n'est pas faite. Par contre, si vous avez déjà mis les soins en place d'ergothérapie, ça n'est pas un frein au fait qu'ils soient pris en charge. C'est qu'au niveau de l'AEH, on ne demande pas un devis, on peut fonctionner avec déjà des factures. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la PCH. C'est pour ça que je le précise. En prestation de compensation, dès lors qu'on est sur des factures, on ne peut pas prendre en charge. Les soins peuvent être en cours déjà. Moi, j'ai mon fils de 10 ans qui est dyslexique et dysorthographique. Donc, il a été diagnostiqué en CP depuis assez longtemps. Il est en CM2 cette année. Il y a une équipe éducative qui s'est bien mise en place en CE2. Donc, les profs ils ont bien joué le jeu. Mais pour l'instant, il est en primaire. Donc, les inquiétudes sont forcément pour le collège. Donc, on a déposé un dossier de DPH en début de CM1 qui a été refusé. Donc, on a demandé une conciliation. À la conciliation, on nous a conseillé de prendre rendez-vous chez un médecin qui coordonne un petit peu tous les vices. Rendez-vous qu'on n'a pas avant janvier de l'année prochaine. Et pour le coup, entre-temps, nous on a pu voir que le dernier bilan de l'orthophoniste au niveau des pièces. Donc le dossier a été à nouveau refusé. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il faut faire au niveau du dossier, s'il faut refaire un deuxième dossier, ou s'il faut, une fois qu'on aura ce rendez-vous en janvier, le joindre à notre dossier refusé. Enfin, je ne sais pas bien ce qu'il faut faire. Si vous avez déjà eu un rejet de votre demande, si j'ai bien compris, c'est vrai que logiquement, si la situation n'a pas changé, si vous avez les mêmes éléments, la réponse sera la même. Par contre, effectivement, si vous avez des bilans qui à un moment donné montrent qu'il y a peut-être d'autres troubles ou que je ne sais pas. Tout le monde, l'orthophonie, l'orthopsie, le psychote, on
personne comprend et dit que ça fait sur les catastrophes s'il n'y a pas de PTS. On ne sait pas quoi faire en tant que parents. Il y a des voix fortes, tout ce qu'on entend, ça fait un peu peur. C'est vrai que s'il y avait nécessité que des adaptations pédagogiques, normalement au niveau du collège, là je vous laisserai peut-être la parole, ils devront être mis en place de la même façon. Je me demandais qu'est-ce que vous attendiez dans le PPS, votre demande par exemple. Il y a un suivi, il faut que l'enseignant référent puisse suivre et que du coup sans rien, apparemment, c'est juste le moyen de faire comprendre pour que tous les profs jouent le jeu. Si en plus il n'y a rien d'écrit, forcément ça va pas être simple. Alors c'est vrai que je rappelle, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a ce document qui devrait permettre quand même, quelqu'un parlait de traçabilité, contractualisation, qui devrait permettre aussi, peut-être c'est, moi j'entends rassurer de savoir qu'on peut s'appuyer sur quelque chose d'écrit pour le faire valoir. Parce que nous, enseignants référents, on réunit, j'allais dire sur le terrain, une fois par an, l'équipe de suivi de scolarisation. C'est vrai qu'on fait le constat du fonctionnement, de ce qui fonctionne bien, mais on n'a pas non plus une action sur le secteur, ils vont retrouver tous les dossiers de classe, donc vraiment, ils vont tous les noms pour moi, même un tas de tout ce qui est et je vous assure, ça ne paraît pas simple. Moi, je suis sur un collège où j'ai vu fonctionner très bien des aménagements, sans dossier MDPH. Voilà. Bon, parce que les parents m'avaient consulté. Voilà, mais ça dépend. Mais voilà. Chez nous, au collège, il y a des profs qui jouent le jeu. Hein. Ouais. Et sur 8 profs, vous en avez 3 qui jouent le jeu. Et puis 8, 9, 7. Oui, moi j'ai une question. Donc, si mon fils est au collège, il a des aménagements scolaires, dont un tiers-temps, qui est mis en place pour ces contrôles. Que faire pour qu'il ait ce tiers-temps aux examens? En troisième, il faut faire un dossier MDPH. Il faut faire une demande des mesures particulières pour l'examen. Demande qui est un dossier particulier que vous retirez dans l'établissement scolaire et que vous envoyez ensuite à la MDPH. D'accord, c'est pas un dossier MDPH. Non, c'est pas un dossier. Alors, excusez-moi, c'est uniquement à partir de la troisième qu'on doit faire ce... C'est pour les examens, en fait. Les demandes de mesures particulières aux examens, c'est la vie de l'examen. D'accord. Alors, une question justement sur les équipes mixtes. Un jeune qui rentre en seconde et qui ensuite donc est dans section technique, ils ont des stages à partir de la première. Donc la reconnaissance travailleur handicapé peut être intéressante. Question des parents, inquiétude. Est-ce qu'en ayant en même temps un renouvellement d'AVS à faire, demander la RQTH, est-ce que ça retarde? Enfin, est-ce que les choses sont examinées en même temps? Est-ce que c'est dissocié? Dans le Rhône. Effectivement, actuellement, on a pas mal de retard dans le traitement des dossiers. Ce sont des dossiers qui sont sortis du circuit enfant proprement dit et se pas mis dans le circuit adulte proprement dit. Donc si par exemple le renouvellement d'AVS est prioritaire et que ça, il est signalé, hein, imaginons que vous êtes en rupture, vous avez besoin de quelque chose rapidement, vous dites bien, on va le sortir du circuit mixte, on va le prioriser sur l'enfant, puis on le remettra dans le circuit adulte, mais on le traitera quand même sur cette mixte, parce qu'on récupère les éléments de l'enfant. Donc bien donner les priorités. Voilà, et si n'hésitez pas à faire part, hein, que c'est prioritaire, il y a besoin de ça rapidement. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai pas dit, j'ai oublié de le dire, c'est que c'est vrai que de plus en plus on nous demande des reconnaissances travailleurs handicapés pour des jeunes qui sont en bac pro, qui sont en BTS, enfin, choses qu'on n'avait pas avant pour signifier, en tout cas parce que ce sont des jeunes qui sont amenés à faire des stages professionnels et pour signifier à l'employeur que le jeune a besoin d'un aménagement dans le temps de travail, hein, sur le temps de travail. Donc du coup, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne faisait pas avant, mais bon, tout le monde évolue, donc on donne les reconnaissances travailleurs handicapés, on met une orientation, on est obligé, on ne peut pas donner une reconnaissance travailleurs handicapés sans orientation professionnelle. Ça, c'est la loi, donc on met une orientation mi-ordinaire. Mais bon, voilà, on la met, c'est pour effectivement, imaginons que ce jeune passe son bac, et que l'employeur dit, mais attends, moi je t'embauche. C'est vrai que l'orientation mi-ordinaire permettra effectivement aussi de bénéficier d'un accompagnement par le Cap Emploi et pour mettre en place les aménagements à l'embauche, au moment de l'embauche.
hein, et activer toutes les aides du côté de la GFIP ou de la ex-direction départementale du travail. Voilà. D'autres questions? Encore une dernière question, donc moi c'est encore par rapport à ma fille. Donc tous les jours elle a un spécialiste, elle est ergothérapeute, pédopsie, orthophoniste, orthoptiste, neurovisionnelle, 4 fois par semaine. Moi j'ai une sclérose en plaques, je suis invalide en catégorie 2, je ne travaille plus et tous les jours je cours pour être emmenée. Est-ce que j'ai le droit à avoir une aide pour quelqu'un qui puisse la prendre en charge, parce que je crois que je ne vais pas tenir le choc pendant longtemps. Et est-ce que c'est possible d'en parler rapidement? Alors, l'aide, ça sera une compensation financière. Hein. Ça pourra être, je ne connais pas le dossier, je ne peux pas vous répondre de façon certaine. Non, c'est à vous d'embaucher la personne qui pourra l'embaucher. Voilà. Et à ce moment-là, il pourra y avoir une compensation financière dans le cadre du complément à l'AEH, le complément pour tierce personne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui implique que soit l'un des deux parents ait diminué son activité professionnelle, soit qu'il y ait l'embauche d'une tierce personne. Donc, dans ce cadre-là, si effectivement il est reconnu que vous avez le handicap de votre enfant nécessite l'embauche de cette tierce personne, il y aura possibilité de compensation financière. Est-ce que vous avez connaissance qu'il y a des notifications qui sont faites sans place en établissement? Et comment ça remonte? C'est-à-dire que je suis pas parent, je suis dans une position où j'entends dire qu'il y a des notifications pour des ITEP, il n'y a pas de place en ITEP, des notifications pour des IME, il n'y a pas de place en IME, etc. Il y a des notifications pour des classes ULIS. Sur le secteur où je suis, il y a une classe ULIS avec normalement 10 places en classe ULIS, il y a 15 enfants et 5 en attente et beaucoup d'autres qui n'ont pas été encore opérés. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec D'abord, est-ce que c'est vraiment un problème que vous avez constaté? Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là? Comment ça remonte pour qu'il y ait des structures d'accueil correspondant aux problématiques des enfants? Je vais répondre pour les établissements médico-sociaux. Hein, effectivement, je laisserai peut-être répondre à l'Éducation nationale en ce qui concerne les CLIS et les ULIS. C'est vrai qu'effectivement, le rôle de la MDPH, en fait, c'est de notifier le besoin de l'enfant. Donc, nous notifions effectivement le besoin, c'est-à-dire l'établissement dont relève l'enfant en fonction de des agréments de ces établissements. Malheureusement, comme vous le soulignez, nous en avons bien conscience et tous les partenaires en ont bien conscience, il n'y a pas suffisamment de place et il y a des enfants qui sont en attente de place. Donc, c'est un problème, effectivement, auquel je ne peux pas, moi, vous apporter de réponse au niveau de la MDPH. Comment ça remonte? Alors, les établissements sont sous tutelle de l'ARS. Hein. Donc, l'ARS a connaissance, effectivement, elle aussi, de ce manque de place, parce que nous sommes en constante collaboration hein, avec l'Agence régionale de santé. Mais pour autant, il faut qu'il y ait des créations. Donc, tous les ans, il y a petit à petit des créations de postes, effectivement, de places dans les établissements, mais c'est encore insuffisant. Et l'ARS en est bien conscience aussi. Au niveau de l'éducation nationale, pour les places en CLIS et en ULIS, eh bien, nous faisons remonter à notre hiérarchie quand on a effectivement des élèves qui n'ont pas trouvé place, mais on a eu une dernière commission, je crois que c'était le 5 septembre, où on a essayé de trouver des solutions avec des transports pour certains élèves dont on a pu trouver des affectations en ULIS, mais effectivement, nous aussi, on voit sur le terrain cela. Au niveau de l'éducation nationale, il y a des réajustements. Je sais simplement qu'on rend, hein, on essaye de comptabiliser, on a beaucoup d'enquêtes, on essaye de rendre compte des élèves qui n'ont pas trouvé place. Et je sais que voilà, ça fait partie aussi de tout ce qui a à faire avec la carte scolaire. En tout cas, on est interrogé très périodiquement sur les élèves qui n'ont pas trouvé place en ce qui concerne les ULIS. Les CLIS, c'est quelque chose, une affectation qui est par circonscription, et on a des IEN de circonscription qui veillent à cela aussi et qui font remonter ces besoins. Voilà. Peut-être juste rajouter une chose quand même, c'est qu'effectivement, quand on a conscience que l'enfant n'aura pas forcément sa place, quand c'est possible, au niveau de la notification, la MDPH met par exemple en l'attente de.
Alors il y a deux possibilités, soit ce sera une attente au niveau de l'éducation nationale, quelquefois un maintien dans la classe où se trouve déjà l'enfant, ou bien une orientation en CLIS ou en ULIS si l'enfant, l'état de l'enfant le permet. Et puis l'ARS aussi, bien consciente de ce problème, a mis en place des dispositifs particuliers que sont le DEAT, dispositif expérimental d'accueil temporaire, et la halte Montaverlet, qui sont deux dispositifs qui accueillent à temps partiel les enfants qui n'ont pas de solution en attendant d'être admis effectivement dans des établissements. Alors, à propos de la halte, puisque vous en parlez, je me permets, est-ce que vous organisez dans ce cas-là le transport des enfants comme s'ils étaient en situation de handicap? Parce qu'il y a un problème avec ça. C'est tout à fait particulier, effectivement, puisque le transport, normalement, dans les établissements médico-sociaux, est à la charge des établissements eux-mêmes. Mais classiquement, depuis de longue date, la halte Montaverlet est un cas particulier et on finance effectivement par le biais du complément à l'AEH. Merci. Moi, je crois qu'on va rester là. Non, là, franchement, là, c'est 6h10, donc je crois qu'on va rester là. On va remercier nos trois intervenants. Et je voudrais dire juste pour terminer, les enfants sont formidables et vous aussi, bon courage.